bonjour ou rebonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire La Fabrique Pongienne, qui est donc un séminaire co-organisé par l'unité de recherche Marge ici à Lyon 3 et l'UMR Self 1921 de la Sorbonne et du CNRS avec le soutien de la SLFP. Et donc, je voulais remercier pour commencer le soutien de nos institutions, des équipes de recherche, et puis en particulier, et notamment pour cette séance de Marge et de Pauline Sivignon à Marge, qui a beaucoup travaillé pour cette séance, dont l'organisation n'a pas été de tout repos, mais nous voici tous réunis dans cette salle, et donc finalement tout va bien. Quelques mots de rappel pour beaucoup sur ce séminaire qui existe depuis 2016, qui est en lien donc avec la SLFP, qui a été créée aussi à l'initiative de Didier Alexandre dans le cadre du LADEX Obgil au moment de la numérisation de l'ensemble des archives, donc, et en particulier de la correspondance, correspondait à une nécessité de structurer la recherche pongienne pour interroger les nouveaux corpus ainsi produits ou les possibilités de reconfigurer ce corpus de façon nouvelle ou les nouveaux outils pour interroger ce corpus. Donc ce séminaire, La Fabrique Pongienne, c'est un séminaire d'approfondissement de la connaissance d'une œuvre dans une perspective, j'allais dire, classiquement érudite. Mais dès le départ, et je dirais depuis bien plus longtemps, en fait, depuis le groupe d'études pongiennes qui existait à l'ENS de Lyon auparavant, et peut-être dès l'origine des premières recherches sur Ponge, l'œuvre, c'est aussi un point d'observation pour se poser des questions de critique générale et de poétique, questions que nous posons, comme nous aimons à le dire souvent, depuis l'œuvre de Ponge, avec elle, parfois contre elle. C'est donc assez naturellement qu'aujourd'hui, ce séminaire côtoie de façon très proche et amicale l'autre séminaire consacré à la poésie sur la place lyonnaise, initié par les amis de Lyon 2, le séminaire Matérialité poétique, et je salue la présence amicale de Laure Michel, et je la remercie publiquement de m'avoir associé à ce second séminaire. Mais bien avant cette association avec les matérialités poétiques, c'est donc ici même, c'était exactement le 9 novembre 2016, que nous nous sommes retrouvés dans cette salle Kaimer, un certain nombre des personnes qui sont ici. Nous étions un peu hébétés par la nouvelle d'une certaine élection qui était parvenue à nos oreilles dans la nuit d'avant. Et 9 ans après, nous voici, toujours ici, rassemblés dans cette salle, toujours attentifs à la manière dont nous désignons les choses, à nos manières de parler, de nous parler, aux façons que nous avons de configurer le monde par nos phrases. Et aussi dérisoire que ça puisse paraître, c'est sans doute à tout prendre l'une des meilleures choses que nous ayons à faire, calmement, sereinement, lentement. Alors, cette séance, elle va se dérouler en 3 temps. Et le premier temps, c'est sereinement, calmement, lentement. Nous avons porté une nouvelle revue sur les fonds baptismaux et la Fabrique Pongienne, la revue, est désormais accessible sur les internets et sur Open Edition en particulier. Nous allons entendre Stefania Slavcheva qui a suivi la fabrique de ce premier numéro de La Fabrique, qui est chargé d'édition auprès du pôle éditorial Prairial que Basile Bayou nous a présenté ce matin lors de l'Assemblée Générale. Et puis le séminaire proprement dit, donc, qui s'appelle aujourd'hui Traduire Ponge, nous permettra d'entendre 2 communications, celle de Laurent Cassagno puis celle de Luigi Magno,
Donc, dans ce premier numéro de La Fabrique pongienne, il y a le dossier l'imaginaire national de la langue. Et finalement, la séance d'aujourd'hui est en quelque sorte le complément, voire le contre-pied de ce dossier, puisque avec Traduire Ponge, il va être question du passage de l'œuvre entre les langues, de la manière dont l'œuvre se diffuse dans d'autres cadres nationaux. Et Ponge, qui aimait à décrire sa démarche comme un mouvement d'enfoncement dans la langue française, peut aussi être appréhendé selon des mouvements divergents, voire contradictoires, voilà, des mouvements justement de diffusion, d'éparpillement, voire de tentation plurilingue, dont le savon, die Seife, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, peut être considéré comme un exemple marquant. Et donc c'est à ce travail de passage des frontières, à ces processus d'internationalisation de Ponge que nous allons aujourd'hui nous intéresser, donc en particulier du côté des pays germanophones et de l'Italie. Mais donc, dans un premier temps, je vais vous passer la parole, Stéphania, pour que vous nous disiez un petit peu, voilà, que vous nous décriviez un peu ce processus d'accompagnement de la revue qui a été le vôtre tous ces mois derniers. Et je profite de l'occasion pour vous remercier personnellement de toute cette implication. J'ai eu l'occasion en Assemblée Générale ce matin de dire tout ce que l'association et la revue doivent à Prairial et à cette structure. Mais voilà, je salue votre travail personnel maintenant. Merci. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités, parce que c'est vrai que c'est rare d'entendre des éditeurs dans des assemblées générales de revues. Donc, nous, on est très contents d'être ici avec Basile. Et en fait, moi, j'ai pris la revue un peu tardivement. En fait, il y avait déjà la démarche en fait engagée de la part de la Fabrique pongienne, de la Société de lecteurs de Francis Ponge, qui était de passer la revue en accès ouvert. Donc, je ne sais pas si je rappelle le rétrospectif. Peut-être pas tout l'historique, mais peut-être indiquer ce que c'est que l'accès ouvert et puis oui, d'où on vient quand même. Oui, en fait, la Fabrique pongienne fait suite à la revue des cahiers de Francis Ponge, qui était auparavant édité chez Classique Garnier et qui était donc imprimé et vendu. Ce qui veut dire que, évidemment, ce n'était pas accessible, librement accessible, ni sur Internet, ni en papier, à moins de se déplacer dans une bibliothèque. Là encore, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bibliothèques qui ont des exemplaires. Ça dépend des éditeurs, normalement. Donc, la revue a été contactée, de ce que je sais, par Jean-Luc, qui était Jean-Luc de Auchandisano, qui était l'ancien directeur, l'ancien coordinateur de Prairial, qui a donc proposé à M. Le Grand-Clerc de prendre en charge le secrétariat d'édition de la revue, comme c'est une revue qui vient du site de Saint-Étienne, et à Prairial, comme Basile l'a expliqué ce matin, en fait, on prend en charge, on essaye de soutenir les revues qui veulent s'engager pour l'accès ouvert pour leur diffusion. Et sur le site géographique de Lyon-Saint-Étienne. Et donc, vous avez accepté de porter ce pari pour l'accès ouvert. Et c'est comme ça que on s'est engagé ensemble dans cette démarche d'éditer cette nouvelle revue, qui est la Fabrique pongienne. Donc, l'accès ouvert, c'est 100% numérique. La revue sera diffusée, est diffusée déjà désormais sur Open Edition, sur le site Open Edition. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité du premier numéro, tous les textes en accès intégralement ouvert. Ça peut être partagé, ça peut être lu, c'est incroyable, c'est super. Et aussi, on va aussi imprimer le premier numéro, et je pense que les prochains seront aussi imprimés. Et ce sera donc prochainement quelque chose qu'on a prévu de faire. La mise en page, donc comment ça s'est passé cette transition-là, c'est que on avait une stagiaire à l'époque qui a pris en charge l'accompagnement de la revue, qui s'appelait
Eva Huet, qui a donc accompagné la revue dans ses démarches de candidature au site de Open Edition. Et ensuite, elle a pris en charge aussi le dossier graphique. Donc c'est elle qui a fait la maquette que vous pourrez consulter donc, sur le site de la Fabrique Pongienne. C'est elle qui a mené un peu le dossier et qui m'a laissé un dossier très complet avec tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc moi, au moment où j'ai pris le dossier, il fallait simplement envoyer tous les textes du site à Open Edition, en fait vraiment faire le lien entre Open Edition et la Fabrique Pongienne et savoir quels sont les éléments qui restent à définir, par exemple, est-ce que la revue serait imprimée, est-ce qu'elle serait diffusée en grande surface ou lors d'événements, on ne sait pas. Voilà. Bientôt chez Leclerc et à la Fnac. C'était des questions qui m'ont été posées, auxquelles j'ai répondu. Voilà. Donc, c'était à moi donc, de superviser ça et en plus de ça, de superviser aussi la prestation de secrétariat d'édition. C'est-à-dire la Fabrique Pongienne a bénéficié pour le premier numéro du soutien du CNRS pour le secrétariat d'édition, donc pour la relecture, correction orthotypographique. Donc on avait pris une prestataire pour faire ça, et moi donc mon travail c'était vraiment d'assurer les échanges et de m'assurer que toutes les demandes des auteurs et de la correctrice donc étaient prises en compte et que tout se passait bien. Donc moi c'était vraiment un rôle très intermédiaire entre les deux structures, disons, et en plus avec Open Edition. Et mon travail c'était aussi de charger les textes sur le site et de publier donc la revue, de m'assurer que tout allait bien. Voilà, en vrai, il n'y a pas autant de choses à dire que ça sur le premier numéro. Je trouve que pour les textes que j'ai lus, j'ai été très très heureuse de pouvoir être associée à ça. Et pour le second numéro d'ailleurs, c'est parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et sur la revue que je serai aussi, ce sera prochainement donc moi qui vais prendre en charge entièrement le secrétariat d'édition, donc la relecture, la correction, ce sera que moi. J'ai hâte pour le prochain numéro. Merci beaucoup Stéphanie, on est très heureux d'avoir la chance de continuer à travailler avec vous. Et c'était intéressant, vous dites qu'il n'y a pas tant de choses à dire, mais c'est intéressant de voir que ce modèle qui a été qualifié de diamant ce matin, c'est-à-dire gratuité pour les auteurs, gratuité pour les lecteurs, en accès intégral immédiat, ça suppose un travail et un investissement qui est souvent rendu invisible. On a l'impression que c'est mis en ligne, mais il y a tout ce travail d'édition, de coordination qui est très technique. Et voilà, tout ce que vous avez décrit de relation avec Open Edition, de préparation des fichiers, voilà, c'est beaucoup de travail. Donc merci beaucoup. Je ne détaille pas plus ce numéro 1 qui est donc accessible par toutes et tous dès à présent. Maintenant, vous pouvez télécharger des PDF si vous préférez, vous pouvez lire sur l'écran, etc. Et bientôt, donc une version papier qui ne sera pas en grande surface, réservée aux happy few qui sont à jour de cotisation de la Société des lecteurs de Francis Ponge et qui en auront fait explicitement la demande. Donc c'est vraiment... on va plutôt miser sur la lecture en ligne. Merci beaucoup et vous êtes bien sûr bienvenue, mais je ne vous retiens pas non plus si vous avez affaire par ailleurs, mais bien sûr si vous avez envie de partager, de participer au séminaire, vous êtes plus que bienvenue. Donc je propose que nous passions à la partie de traduire Ponge et nous allons d'abord écouter Laurent Cassagno qui jusqu'à une date très récente était maître de conférence à l'ENS de Lyon en études germaniques et spécialiste de la poésie en langue allemande des 19e, 20e et 21e siècles, à qui on doit notamment des études sur Nelly Sachs, Rose Ausländer ou Thomas Kling.
ainsi que des travaux sur des œuvres plastiques, notamment de Sigmar Polke ou Anselm Kiefer, et puis qui est également traducteur de l'allemand et de textes notamment de Bernd Stiegler, et dans cette très belle collection EXC, comme extrême contemporain, du nom de l'ancienne collection dirigée par Michel Delis aux éditions Belin, mais aussi du nom de la librairie qui se trouve en face de la Maison de la Poésie à Paris. Chez cet éditeur, 2 livres de Barbara Köhler, Roulette allemande et Blue Box. Blue Box qui est suivi d'un texte de conférence incroyable qui s'appelle Le voyage au centre du discours autour de Kafka, voilà, qui sont 2 très beaux livres à tout point de vue, donc je fais circuler d'ailleurs. Et aujourd'hui, et tu es par ailleurs, Laurent, le traducteur de Peter Handke lui-même, notamment, pas notamment, mais Bienvenue au Conseil de surveillance qui est apparu en 2023 chez Christian Bourgois. Et c'est précisément de la traduction de Ponge en allemand par Peter Handke que tu vas parler aujourd'hui. Alors j'ai fait une descente dans le fond Ponge de l'ENS de Lyon, où il y a un certain nombre de livres de Ponge en allemand. Et je n'ai pas trouvé, alors qu'il y ait la traduction par Peter Handke, mais il y a donc notamment Die Seife, voilà, que je peux faire circuler aussi. Et puis, de Peter Handke, je ne sais pas s'il sera plutôt question de... Je crois qu'il sera plutôt question de poétique croisée aujourd'hui que de traductologie. Et en termes d'imprégnation pongienne, moi j'ai été marqué par ce texte qui s'appelle La leçon de la Sainte Victoire. Oui, je vois que tu l'as aussi sur ta table, donc je ne suis pas le seul à avoir trouvé que c'était peut-être l'un des plus pongiens des textes de Peter Handke. Voilà, merci beaucoup Laurent d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole. Oui, merci. Je retourne les remerciements pour l'invitation aujourd'hui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Ponge, je suis un lecteur occasionnel, donc cette communication d'aujourd'hui m'a permis de me replonger encore dans Ponge. Je suis un peu plus spécialiste de Handke, mais pas non plus le plus grand spécialiste ici, en France. Ce que je voulais faire aujourd'hui, donc ce sont des pistes en fait, parce que je n'ai pas eu non plus le temps de faire vraiment une étude en archives. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Donc ce sont des pistes pour essayer de... Je vais vous parler surtout de Peter Handke au prisme de ses traductions de Ponge, et essayer de voir effectivement les échos pongiens qu'il y aurait chez Handke. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement la place de Ponge dans sa poétique, dans son parcours. Et donc je vais commencer par vous donner des informations sur la réception de Ponge en Allemagne, dans l'espace germanophone, puisque Handke est autrichien. La réception de Ponge en Allemagne, pour des raisons bien compréhensibles, n'a pu commencer qu'après-guerre, donc à partir de 1955. C'est l'année, alors pourquoi 55 ? Parce que c'est l'année qui a vu l'apparition de quelques textes, alors je n'ai malheureusement pas trouvé la trace exacte de ces textes, dans une traduction d'une certaine Elisabeth Faltin, qui est devenue spécialiste de Ponge par ailleurs. Elle a publié, la même année a été publié un choix de poèmes dans une revue prestigieuse en Allemagne qui s'appelle le Neue Rundschau, et ces textes ont été traduits par Christoph Schwerin, qui est un écrivain ami de Paul Celan, qui a un certain renom, par Jean-Pierre Wilhelm, qui est un traducteur allemand de René Char, donc on verra aussi tout à l'heure le lien avec René Char et Handke. Et Elisabeth Falter a présenté en 1965 une thèse sur Francis Ponge. À mon avis, c'est peut-être la première thèse en allemand et en Allemagne sur Ponge, dont le titre est Francis Ponge, eine ästhetische Analyse, donc pas trop difficile à traduire, une analyse esthétique. Dans la même foulée, en 65-68, a apparu un choix de textes. Il y a eu 2 volumes. Un volume qui est intitulé Lyre und Stücke Methoden, donc lire et pièces méthode, chez un grand éditeur allemand qui s'appelle Fischer. Et puis des essais de Ponge sur la peinture et la sculpture, publiés en 67 sous le titre Texte zur Kunst, donc des textes sur l'art. Donc ça, c'est la première phase de la réception, à peu près 55-68. Et ensuite, il y a eu une période creuse, apparemment, et dont Handke, d'ailleurs, à laquelle Handke fait allusion dans
dans une communication. Ponge, semble-t-il, est un peu tombé dans l'oubli en Allemagne, dans l'espace germanophone. Et ce sont les traductions de Handke qui vont relancer l'intérêt, puisque Handke, à cette époque-là, au début des années 80, a déjà un renom certain dans l'espace germanophone. Et alors à partir de là, les traductions vont se multiplier de façon assez régulière dans les années 90 jusqu'à maintenant. Même si à ce jour, il n'y a pas d'édition plus ou moins complète des œuvres de Ponge en traduction allemande. Alors les textes les plus connus et les plus importants ont été traduits, le parti pris des choses, sous le titre allemand de Im Namen der Dinge, donc littéralement au nom des choses, un titre qu'on peut accepter. Pour un Malherbe a été traduit sous le joli jeu de mots de Malherbarium, donc un malherbier, Herbarium, un herbier. La rage de l'expression, alors ça ce sont les textes de Handke, mais pas de façon exhaustive. Dans la rage de l'expression, Handke a traduit les berges de la Loire, le carnet du bois de pin et la mounine. Ce sont surtout les deux textes, le carnet du bois de pin et la mounine, dont je parlerai tout à l'heure. On trouve aussi en Allemagne, alors pas de Handke, Gnock de l'avant-printemps, l'opinion chantée quant aux fleurs, le savon dont tu parlais, la table, donc un certain nombre de textes importants de Ponge. Et cet intérêt pour Ponge ne se dément pas, puisque en 2020 apparut une somme de 800 pages sous le titre titre bilingue Le Soleil die Sonne. Il s'agit des textes de mythes du jour et de la nuit, ainsi que Le Soleil placé en abîme. Alors ce sont des textes qui sont proposés en français, en allemand, accompagnés de notes du fonds posthume de Ponge. Il y a des facsimilés, il y a des retranscriptions, traductions en allemand, donc ce qui fait un ensemble assez remarquable, et donc très récent. J'ai plus en tête l'éditeur. C'est Schestag le traducteur. Oui, mais l'éditeur allemand, je l'ai en bibliographie, je le retrouverai tout à l'heure. Mais je trouve que c'est Matheson Zeit, qui est un éditeur berlinois très intéressant et aussi très orienté vers la littérature française à partir de surréalisme. Donc un travail important et remarquable, je trouve. On pourra remarquer aussi que les traducteurs et traductrices de Handke, enfin surtout des hommes en l'occurrence, sont souvent des écrivains. C'est-à-dire il y a quelques, comme Elisabeth Vater ou d'autres, qui sont des spécialistes traducteurs. Mais outre Handke et Schwerin, on peut citer des auteurs qui ne sont pas très connus en France, mais qui sont dans l'espace germanophone, Leopold Federmeier, qui est un Autrichien, Thomas Schestag, qui est assez connu en Allemagne, et puis un écrivain, traducteur bien connu dans l'espace germanophone, c'est le Suisse Felix Philipp Ingold, qui traduit beaucoup, et plusieurs de ses publications sont bilingues et souvent accompagnées de facsimilés, évidemment, ce qui se comprend par rapport au travail de Ponge. Alors revenons à Handke. Peter Handke, c'est connu des spécialistes ou des amateurs de son œuvre, mais c'est en général largement ignoré d'un plus large public, c'est qu'il a une importante activité de traducteur. Et moi-même d'ailleurs, je n'avais pas, là je me suis replongé dans ses traductions, et enfin je le savais déjà, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur de son travail de traduction. Ce travail de traducteur commence en 1979. Je vais revenir sur cette date parce qu'elle est importante. Il commence par traduire, alors il va traduire de plusieurs langues, il traduit de l'anglais, de Walter Percy, un roman. Il traduit, ce qui est important dans sa biographie, un auteur slovène, puisque Handke est originaire du sud de l'Autriche, et sa mère est d'origine slovène, et donc tout un rapport familial à la minorité slovène en Autriche. Et Handke a traduit l'élève Thiaz, en allemand. D'abord, il a traduit du slovène vers l'allemand d'Erzsébet Thiaz, de Florian Likusch, qu'il a traduit avec une slovène, enfin une autrichienne d'origine slovène, pour apprendre le slovène. Il le dit lui-même, c'est une traduction avec une visée comme ça, pédagogique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre est un très beau livre qui a eu un grand succès en Allemagne et dans toute l'Europe. Et la traduction française chez Gallimard de l'élève de Thiaz, par Anne Baudu, a été faite à partir de la traduction de Handke. C'est-à-dire que c'est un des rares cas, et toujours sujet à discussion, une traduction d'une traduction. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé en France, on n'est pas allé chercher un traducteur de slovène pour le traduire en français, mais ce qui existe.
Voilà, on est passé par la traduction de Handke. Alors Handke a traduit Emmanuel Bove, Armand et mes amis. Je cite les dates de traduction, bien sûr, pas de publication de Bove. Il a traduit Armand et mes amis en 81 et 82. Donc en 82, la même année, il a traduit Le carnet du bois de pin et l'homonyme de Ponche. Il a traduit de son ami et principal traducteur, Georges Arthur Goldschmidt, Le miroir du quotidien. Il a traduit un poète carinto-slovène, austriaco-slovène, Gustav Janusz. Et c'est une intense activité de traduction qui mène en parallèle. C'est-à-dire tout ça, quand on regarde les dates, c'est quasiment, il a à peine fini une traduction, puis on commence une autre, où ce sont des traductions qui se font aussi en parallèle, et notamment en parallèle avec ce texte que je disais, qui est un texte à la fois très beau et très riche, et très dense. C'est la leçon de la Sainte Victoire, sur lequel je reviendrai, parce que c'est une sorte d'art poétique, si on peut, enfin, il y a un appel terme, qui est en parallèle de la traduction de Ponge, et qui, bien sûr, je vais essayer de montrer en quoi il y a des échos, et ça permet de comprendre le rapport de Handke à Francis Ponge. Donc, pour récapituler, ces traductions de Ponge se situent dans une phase soutenue de traduction. Entre 1979 et 1986, Handke publie 13 traductions de l'anglais, du français, du slovène, du grec ancien aussi. Mais cette activité de traducteur se poursuit jusqu'en 2009. À ma connaissance, depuis une quinzaine d'années, il ne traduit plus. Dans ces traductions, la part du français est prépondérante, parce que la France est devenue une seconde patrie pour Peter Handke, comme on sait en général. Il vit depuis 1990 à Chaville, près de Paris. Mais auparavant, il avait fait plusieurs séjours en France, c'est un pays qu'il connaissait déjà depuis 1965. Alors en français, du français, Handke a traduit, outre Ponge, Bove et Goldschmidt dont je parlais, René Char, Marguerite Duras, La maladie de la mort, de Modiano, Une jeunesse et La petite bijou. Il a traduit un livre de Julien Green, ce qui est le moins connu, 2 pièces de Jean Genet, Splendid et Elle, un livre de Bruno Bayen, Les Excédés, et ainsi que la correspondance entre des poètes qui ne sont pas français, mais qui s'expriment en français, et la correspondance entre Dimitri Analis et le poète Adonis. Là aussi, j'en fais un peu moins connu. Ainsi que des pièces d'Euripide, de Sophocle et de Shakespeare. Il a beaucoup travaillé avec le théâtre, en tant qu'auteur de théâtre. Il y a tout un versant théâtral dont on parlera aujourd'hui, bien sûr. Il a, juste pour l'information, il a écrit 2 textes en français lui-même. Un qui s'appelle Pourquoi la cuisine, qui est un texte qui a été écrit pour un spectacle La cuisine de Mladen Materić, un auteur yougoslave qui s'est réfugié en France dans les années 90. Et puis une pièce qui s'appelle Jusqu'à ce que le jour vous sépare, une question de lumière, qui est une sorte de dialogue avec Samuel Beckett. Donc il s'est traduit lui-même en allemand, même si sur le principe, il a plusieurs fois indiqué qu'il est plutôt sceptique sur l'autotraduction. Donc ce n'est pas une pratique qui lui est familière. Alors je voudrais maintenant essayer juste un peu de dégager des points sur sa, on va dire, sa conception de la traduction, parce que ça serait justement là aussi, Handke n'est pas un véritable théoricien, surtout pas de la traduction. Je vais peut-être plutôt sur sa pratique de traducteur par rapport à l'écriture et à la lecture. Il a aussi exprimé dans des entretiens, il y a des notations dans certains de ses journaux. Il y a un ouvrage récent, je vous le signale parce que, c'est souhaitable de traduire en français. C'est quelque chose de très intéressant, c'est un livre qui est paru l'an dernier, c'est tout un dossier de traduction de René Char par Peter Handke. Et donc, il y a des traductions, il y a les textes de René Char vis-à-vis des traductions de Peter Handke, et aussi des textes, des interviews, la correspondance entre les deux, il y a des images, et puis il y a 2 ou 3 articles d'analyse. C'est un dossier qui est très intéressant pour les études sur René Char, en l'occurrence, qui sont aussi très, très intéressant. Handke a traduit 2 livres de René Char. Je parle de René Char parce que c'est la même époque au niveau de la traduction, et bien sûr il y a un lien entre, on verra tout à l'heure, le paysage provençal, Ponge et René Char. Handke a traduit Le Nid perdu et autres poèmes, qu'il a fait paraître sous le titre allemand Rückkehr Sturm auf, qui est la traduction littérale, non pas du Nid perdu, mais de
Richard. Et puis il a traduit le cycle Les voisinages de Van Gogh, notamment en allemand Die Nachbarschaften von Van Gogh, Les voisinages de Van Gogh, en 1990. La première traduction est de 84 et la deuxième de 90. Cette édition de 90 était dans une édition bibliophile qui était devenue introuvable, et c'est pour ça qu'elle figure dans ce volume. Donc ce volume aussi a l'intérêt pour les lecteurs allemands, germanophones, d'avoir accès à cette traduction devenue introuvable. Alors, pour ce qui est de la traduction, de sa pratique, de son approche de la traduction, il y a deux points qui reviennent, qu'on peut dégager de ses déclarations sur sa façon de voir la traduction. Alors le premier point, qui peut paraître un peu plus anecdotique, mais qui est quand même qui a un rôle assez important justement dans cette diversité des textes traduits, c'est que tout simplement la traduction pour lui c'est un moyen de faire connaître un auteur avec lequel il a bien sûr des affinités fortes, mais de le faire connaître donc en général des auteurs ou des textes dont il estime qu'ils n'ont pas la notoriété qu'ils mériteraient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait connaître Bove en Allemagne. Bove a eu en Allemagne, je une petite parenthèse sur Bove, était déjà connu dans les années 20. Il y a eu des déclarations de Rilke ou de Klaus Mann sur Bove. C'était vraiment un auteur qui était reçu en Allemagne dans les années 20. Et puis bien sûr avec la guerre et l'après-guerre, Bove est tombé dans l'oubli. Et c'est Handke qui vraiment est allé voir l'éditeur Zukamp et qui a proposé ses traductions. Et notamment un texte recommandé par Handke est toujours bien reçu. C'est par Luc Bondy, l'intermédiaire de Luc Bondy, que Handke a découvert Bove et qu'il a fait paraître 3 traductions en tout. Donc je le citais tout à l'heure, Armand, Mes amis, puis aussi Mes ponts, les bruyères, qu'il a traduit. C'est la même chose pour Modiano. Quand Handke a traduit Modiano, 4 romans de celui-ci avaient déjà été traduits en allemand dans les années 70, mais n'avaient pas reçu un grand écho en Allemagne. Et Handke a traduit en 1985 une jeunesse de Modiano. Et là aussi, il a très activement fait usage de sa renommée en Allemagne pour que la traduction de Modiano soit relancée. Le plaçant d'ailleurs Modiano dans une sorte de lignée qui serait celle d'Emmanuel Bove et de Simenon, qui est un auteur que Handke apprécie particulièrement. Et donc cette volonté de faire connaître un auteur dans l'espace germanophone s'applique également à Ponge, qui, c'est Handke lui-même qui le dit, donc qui à l'époque, au début des années 80, était tombé dans l'oubli en Allemagne. Ensuite, il va publier en 88, ce sera le 3e et dernier volume de Ponge que Handke va traduire, c'est la petite suite de Vivarese. J'ai ici l'édition allemande, qui est aussi très peu disponible, qui a traduit par Kleine Suite de Vivarese, donc voilà, petite suite de Vivarese, dans une édition de Residenz Verlag, qui est un éditeur à la fois allemand et autrichien. Handke insiste sur la notion de transmission. Jean-Paul Liefern en allemand qui veut dire c'est pas traduire, c'est transmettre. Et donc il associe la traduction à la transmission. Transmettre à notre lectorat, pour lui c'est l'espace germanophone, c'est donc cette idée de transmission. Bon, ça ne dit rien sur sa façon de traduire, mais cette dimension qui peut être aussi un peu fortuite, c'est pour ça qu'il a traduit Julien Green, enfin, il y a toujours un peu cet aspect individuel qui fait qu'il traduit un auteur, il n'y a pas d'effet systématique. Alors, la traduction, dans les réflexions théoriques qu'on trouve chez Handke, est associée, bon, d'un point de vue de la traductologie, ce n'est pas très original, mais c'est fortement souligné par Handke, la traduction est pour lui équivalente, intimement associée à la lecture et à l'écriture. Donc il se définit en quelque sorte comme un poète-traducteur, un peu comme Paul Celan, qui lui aussi a traduit Richard. Donc il n'y a pas pour lui de différence majeure entre écrire et traduire. On peut dire, tirer de ces déclarations, que écrire pour lui c'est confronter le texte au monde, à la nature, avec des guillemets, on reviendra tout à l'heure sur ce terme, ou un paysage plutôt. Et traduire, c'est conduire un texte parallèlement ou en interaction avec un original.
Il emploie le terme allemand de Mitspiel. Pour lui, traduire, c'est jouer avec c'est participer au jeu de l'original, participer au fonctionnement de l'original. Ici, s'il n'y a pas cette participation, ça n'a pas d'intérêt de traduire. Et puis il y a d'autres déclarations de Hunt, là aussi, qui sont en elles-mêmes pas très originales, mais qui veut dire qu'on sait bien que l'écriture elle-même est déjà une forme de traduction. Donc, le concept de traduction serait une sorte de dénominateur commun à l'écriture et à la traduction proprement dite. Alors, Handke refuse l'idée d'interprétation quand il parle de traduction. Il dit que dans la traduction, le texte premier est déjà là. On n'a pas à l'inventer, contrairement à la création, donc le texte est déjà là. Donc, traduire, c'est lire. Lire n'est pas interpréter. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va tout de suite nous amener à la notion d'image un peu, c'est-à-dire que pour lui, le texte n'a pas à être interprété, le texte doit être ressenti au niveau de la compréhension d'une image. Il le dit par exemple, alors il ne le dit pas pour Ponge, mais il le dit à la même époque pour René Char, je lis le mieux René Char quand je le traduis. Ce sont des formules qui reviennent plusieurs fois. Ou bien il dit encore, traduire René Char, c'est pour moi une manière de retrouver une enfance universelle. Quand Handke parle d'enfance, c'est tout de suite associé à l'image. Les images proviennent du fond de l'enfance. Et en plus, j'apprends en traduisant à lire, comme c'était le cas avec les poèmes de Hölderlin ou les fragments des présocratiques. Donc il se définit vraiment comme d'autres collègues le font aussi, mais il se définit explicitement comme un poète traducteur. Et en 89, il a même déclaré, ce n'était pas une coquetterie, je voudrais n'être que traducteur. Ce serait en fait mon métier idéal. Je crois que je suis né pour traduire. Il y a une belle formulation chez lui dans un texte, Akramit Chapin, gentiment dans l'ombre, qui indique la complémentarité des formes d'écriture dans le déroulement du processus de création. C'est un texte que je vais traduire un peu rapidement pour ce séminaire. Dans ma connaissance, il n'y a pas de traduction existante. Handke écrit, on pourrait peut-être le dire ainsi, au début et à la fin, la fragilité, l'hésitation de la main gauche qui écrit, entre les deux, la constance, le calme de la main droite qui traduit, et après, au-dessus, à côté, l'inactivité des mains vides qui ne font rien. Très jolie formule. Dans le processus d'écriture, indifférencié, il y a la main gauche qui écrit, vraiment, qui crée, il y a la main droite qui traduit, et puis il y a les mains qui lâchent le stylo, qui sont vides, on ne fait rien. Mais ça fait partie aussi du processus d'écriture. Alors ce qui m'intéresse moi dans cette formulation, c'est la constance, le calme de la main droite. Donc, je suppose qu'il est la femme gauchère qui est droitier. La main droite, c'est donc la plus calme, la plus stable. C'est la main droite qui traduit. Et cette insistance sur la stabilité qu'apporte la traduction m'intéresse, notamment, là vous me voyez venir par rapport à Ponge, c'est-à-dire que s'interroger sur cette stabilité, sur ce calme, cette sérénité qu'apporterait la traduction, pourquoi est-ce que Handke formule les choses dans ces termes? Mais c'est que la traduction, à l'époque, surtout de ces années charnières 79, 80, 82, c'est que la traduction fait partie du dépassement d'une crise très forte, qui durait depuis longtemps, une crise existentielle et poétique qui marque l'ensemble du parcours de Handke. Alors je ne vais pas vous retracer le parcours de Handke, mais si on veut le résumer, c'est que c'est quelqu'un qui est né en 1942, donc ses premiers textes, il les a écrits, il a commencé à écrire à 17 ans, il a commencé à publier vers 22-23 ans. Donc toute cette première partie jusqu'aux années 80, c'est une période qui est compliquée pour Handke, au niveau à la fois personnel, psychologique. C'est quelqu'un qui avait des phases, il y a eu même des études médicales qui ont dit qu'il était plus ou moins borderline, à partir de ce qu'il décrit dans ses romans. Difficulté par rapport à sa propre histoire, qui explique aussi ses positions pro-yougoslaves, c'est-à-dire que son père biologique était un soldat de la Wehrmacht qui a quitté sa femme à la naissance de Peter Handke, et il a ensuite eu un beau-père. Et sa mère était d'origine slovène, donc il y a un fantasme chez Handke. Le père, c'est le côté allemand nazi,
la mer, c'est le côté slovène des partisans yougoslaves qui se sont battus contre le nazisme. Ça explique beaucoup des positions très contestables qu'ensuite Hanke a pris par rapport à la Yougoslavie, c'est qu'il y a une idéalisation totalement fantasmée et très personnelle sur la Yougoslavie, et toucher à la Yougoslavie et à l'intégrité de la Yougoslavie, c'était quasiment se mettre du côté des nazis. Donc là, il y a des positions serbes, pro-serbes, totalement pas pro-serbes. tellement pro-yougoslaves. Vous connaissez un peu l'histoire. Oui, mais c'est pro-serbe, mais avec toujours l'idée que la Serbie, c'est le noyau et le ciment de la Yougoslavie. J'ai lu un jour une interview de Hanke qui dit, contre-vérité historique, qui dit que la Yougoslavie a été inventée pour lutter contre l'Allemagne nazie. En fait, le royaume des Serbes et des Croates a été transformé en Yougoslavie en 1900, je ne sais plus combien, avant, même s'il y avait bien sûr déjà le mouvement nazi en Allemagne, mais bien avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Donc une sorte de fantasme. Donc il y a un rapport très difficile, il a été placé dans un internat catholique très difficile, adapté, etc. Donc il décrit lui-même dans ses livres ces moments difficiles qui ont une sorte de crise du moi, de recherche du moi, sur un moi refermé sur lui-même, un moi éclaté, qu'il décrit de façon assez précise. Il y a eu le suicide de sa mère en 1971, qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau texte, Le malheur indifférent. Ce sont des années d'errance aussi, il va beaucoup voyager, il va partir aux États-Unis, il raconte ça dans un roman qui s'appelle La courte lettre pour un long adieu. Et donc cet enfermement dans le moi, le solipsisme, c'est un des aspects majeurs de cette crise psychologique, mais qui a aussi bien sûr des implications poétologiques, puisqu'il est à la recherche aussi de formes narratives qui ne soient pas éclatées justement. Et la traduction va apparaître comme un dépassement de cette crise, tout en restant dans l'écriture. Il y a une formulation dans l'après-midi d'un écrivain, qui a été traduit en français, c'est moi qui traduis, parce que je n'avais pas la traduction sous la main. Il y a une formule dans ce livre où il dit « surtout plus rien qui ne relève de mon moi propre ». C'est-à-dire comment sortir de son moi propre, tout en restant dans l'écriture. Et la traduction apparaît comme cette stabilité que va lui donner justement. On reste dans l'écriture quand on traduit, puisque c'est la main droite qui traduit. Elle est plus stable dans un certain sens que la main gauche. Et donc dans la traduction, par définition, intrinsèquement, il y a une ouverture à l'autre, à une autre parole, mais à une parole qui valide. Donc c'est un paradoxe, mais bien connu. Enfin, moi, en tant que traducteur, je dirais que c'est le plaisir de la traduction, c'est-à-dire c'est un statut étrange, la traduction. Quand vous traduisez, vous avez traduit un livre, il n'y a pas un mot né de l'auteur, c'est vous qui avez écrit la traduction, mais pas un mot n'est vraiment de moi, puisque ce sont des mots que j'ai fait venir à partir de notre texte. Il y a une dialectique là qui est vraiment intéressante, aussi d'un point de vue psychologique, et on comprend comment ça a pu pour lui, ça a pu être un pas dans un dépassement guérison. Et donc cette crise psychologique s'accompagne très tôt dans son œuvre d'une réflexion sur la possibilité de la narration. Le jeune Autrichien qu'il est, donc, dans les années, fin des années 50, début des années 60, découvre la modernité qui avait été interdite sous le nazisme et qui de toute façon n'était pas accessible puisque les bibliothèques étaient détruites, etc. Comme tous les auteurs autrichiens de son époque, je pense à Thomas Bernhard par exemple aussi, il va y avoir au début des années 50 un appétit énorme pour la modernité internationale que l'on découvre, notamment la modernité américaine. Faulkner est très important pour Hanke, le nouveau roman français qu'il découvre et qu'il va imiter, mais aussi un retour en quelque sorte, un retour ou une découverte, par exemple vers Kafka, parce que Kafka c'est compliqué aussi la réception de Kafka, puisque Kafka meurt juste avant l'arrivée du nazisme et la guerre, donc la réception de Kafka va être aussi retardée, et donc il y a toute une génération qui va découvrir Kafka dans les années 50 aussi. Et les premiers textes de Hanke sont marqués par cette tension entre une imitation d'une langue. La langue de Kafka est une langue très pure, très claire, c'est un allemand syntaxiquement, au niveau du lexique, qui est très, très belle, c'est l'allemand pur. Je dis pur par rapport à tous les dialectes, à toutes les influences dialectales qu'il y a dans l'espace, quelque chose qu'on ne connaît pas en France, qui peuvent beaucoup marquer.
et je vais revenir sur ce point, c'est que Hunt a toujours refusé ce qu'on appelle les ostracismes. C'est-à-dire qu'il vient du fin fond de la Carinthie, c'est un Autrichien, slovèno-autrichien, mais il écrit en allemand et il s'est mis en colère. La dernière traduction que j'ai faite, un Bourgois a voulu mettre contre la vie de Hunt, traduit de l'allemand entre parenthèses Autriche. Et ça le met en colère. Parce que pour lui, il n'y a que l'allemand. Il n'y a pas l'allemand d'Autriche ou l'allemand d'Allemagne. C'est l'allemand, pour lui, c'est la langue allemande. Et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'il découvre, il est partagé entre cette référence à un allemand standard qui est celui de Kleist, par exemple, aussi, l'auteur romantique, ou Kafka, et une modernité qui va jouer sur des registres, sur des hybridations, sur des. On connaît une certaine modernité. Et il est partagé par rapport à ça, surtout dans cette première période de son écriture, hein, puisque ses premiers textes sont influencés beaucoup par le nouveau roman. Le bifordisme, Les Frelons est une sorte d'exercice de style, hein, fortement influencé à la fois par Faulkner et par le nouveau roman. Et donc ce tournant des années 79-80, au moment où il se met à beaucoup traduire, il revient des États-Unis, il est allé en Alaska, il a fait beaucoup de voyages, il passe par l'Autriche et il revient en France. Et à partir de là, il va se construire, notamment par la traduction et puis par sa fréquentation des peintres, il va se construire une forme de classicisme. Il emploie le terme, hein, c'est pas moi qui le projette ce terme. On pourrait parler de tournant néoclassique ou classique. C'est lui-même qui le dit. Hein, il écrit, quand il reçoit le prix Kafka en 1979, il dit « Osons le mot, je cherche, dans ma recherche de forme adaptée à ma vérité, la beauté bouleversante, le bouleversement à travers la beauté. Je cherche ce qui est classique, universel, ce qui ne prend forme, selon la leçon et la pratique des grands maîtres, que dans la contemplation continue de la nature, que dans l'immersion dans la nature. » Et un peu plus loin, il dit « Ce qui est classique, c'est à la différence du naturalisme, ce qui est naturel, ce qui obéit à une loi. » Donc là, il y a une revendication explicite d'un classicisme, d'un néoclassicisme, et qu'il va un peu plus théoriser dans la leçon de la Sainte Victoire. C'est un texte, je ne sais pas déjà votre nom. Voilà, parce que je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la leçon de la Sainte Victoire. D'accord, un livre de 1980, donc exactement à cette période. Et ouais. Donc c'est un texte qui est, le titre pour un lecteur français évidemment est transparent, l'allusion à Cézanne est immédiate, donc qui est placé sous le signe de Cézanne, mais pas que. C'est un texte qui commence par une évocation très allusive d'une forme d'épiphanie que Hunt aurait faite sur la route Cézanne, donc en direction du Toulonnais. Et là, on est déjà dans l'univers de Ponge et de la Mounine. Une expérience qu'il appelle un instant d'éternité, un Nunc-stans, un maintenant, un instant où les éléments de la nature et l'univers des hommes dégagent une sorte de lueur commune, intérieure, indépendante de la lumière du jour et de la saison. Donc cette expérience que fait Handke sur la route asphaltée, la route Cézanne, où il a l'impression que la route de l'asphalte lui apparaît comme une sorte de substance de couleur, il dit que cette expérience, il n'a pu la voir que parce qu'à cette époque-là, il a fréquenté, il a découvert, découvert au sens travaillé sur Cézanne, il a découvert Cézanne. Alors ce qu'il découvre chez Cézanne, c'est évidemment, il utilise le terme bien connu de Cézanne de réalisation de la réalité. Le réel, c'est, écrit Handke, c'est la forme atteinte, c'est l'être dans la paix. Alors il y a tout le vocabulaire de la paix, de ce qui est paisible, de la paix. Et il dit se reconnaître dans le programme de Cézanne qui travaille en pensant à ce qui a été vu. Ça, c'est une formule de Cézanne. Je travaille en pensant à ce qui a été vu. Il évoque une autre épiphanie, un autre moment où, passant devant des pins parasols, il a le sentiment que le monde est ouvert. Et justement, il dépasse là son enfermement, son solipsisme. Il a l'impression que le monde le porte. Mais surtout que c'est une expérience apaisante
qui n'est pas que provisoire. Et ça, c'est un point qui est important du point de vue poétologique, parce que dans cette première partie des années 60-70, Handke, même début des années 70 jusqu'en 72, Handke décrit dans certains de ses textes des épiphanies qui, par définition, sont des instants de mystique profane, si on veut, d'unité avec le monde, entre le moi et le monde, mais qui, par définition, sont extrêmement fugaces. Et donc, au niveau poétologique, ça pose la question de la restitution littéraire, c'est-à-dire que ce qui fait souffrir Handke longtemps dans son écriture, c'est qu'il a l'impression que son texte n'est qu'une succession de descriptions d'épiphanie, et qu'il n'y a pas de cohérence, notamment de cohérence narrative. Et ça, c'est quelque chose qui va travailler pendant plusieurs années. Et à partir de ce tournant des années 79, 80, 82, ces expériences se multiplient grâce à la peinture, et c'est surtout que ces expériences lui donnent l'impression d'une temporalité permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce morcellement qui est renvoyé à son propre morcellement du moi, le moi morcelé, complètement dans sa bulle, cette sorte de monade qui est enfermée. Là, il a l'impression qu'il s'ouvre au monde, mais qu'en plus, il y a une ouverture à l'espace et une ouverture dans le temps. Et c'est ça, essentiellement, la leçon de la Sainte Victoire, c'est que par la peinture de César, mais aussi la leçon de la Sainte Victoire, il n'y a pas la leçon des tableaux de César, c'est la leçon de la Sainte Victoire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi vécue. Il va passer donc de ces épiphanies qu'on a pu aussi rapprocher, par exemple, dans l'heure de la sensation ouvrée, le récit d'un Autrichien dans Paris qui erre comme ça, qui est en pleine crise, qui a des moments qui sont un peu épiphaniques, mais qu'on a rapprochés de la nausée de Sartre, des moments de malaise. Il dépasse ça pour avoir donc un renouvellement des épiphanies qui lui donne accès à une sensation d'une durée éternelle dans un temps quotidien. Alors, j'indique, on pourrait faire un rapprochement avec quelque chose de très important chez Goethe, le grand classique auquel il va se référer jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Handke se réfère en permanence à Goethe maintenant. Il y a aussi chez Goethe toute une réflexion sur l'instant comme un moment d'éternité, enfin, l'instant accompli comme un moment d'éternité. Donc il est très logique dans sa réflexion, Handke, il retombe sur ses pieds, il retombe sur Goethe, et chez Goethe il retombe sur cette idée d'un instant accompli qui donne, dans le moment présent, un accès à une temporalité éternelle, qui de façon un peu hyperbolique, mais enfin, en tout cas, une durée. Il a écrit un poème à la durée d'éternité. Donc il y a correspondance entre le monde et le moi, ce qu'il appelle une réconciliation, un Versöhnung en allemand, mais sous le régime d'une loi. Et ici, Handke se réfère à quelque chose qui est bien connu dans la littérature allemande et autrichienne, c'est la douce loi de Stifter. Stifter qui est un auteur réaliste très important de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui était peintre aussi. Donc on voit comment il configure ici tout son panthéon. Stifter, c'est un écrivain réaliste, mais peintre aussi. Et Stifter énonce une sorte de loi. Ce que Stifter appelle la douce loi, c'est l'idée que la nature non spectaculaire, c'est-à-dire une brise, le souffle du vent, le vol des oiseaux, enfin des choses presque imperceptibles, c'est ça qui est le plus important. Beaucoup plus que ce qui est humain, ce qui est spectaculaire, historique, violent, grandiose. C'est pas ça que recherche Stifter. Stifter recherche dans son art à rendre la douce loi du réel de la nature en fait. Et Handke s'approprie complètement cette idée. Alors le dépassement de cette crise se fait par rapport aux choses, aux objets, aux sensations les plus simples. Et Handke dit que jusque-là, il a cherché à pénétrer l'essence des choses par le rêve, d'abord, dans sa première période. Mais au cœur des choses, des objets, il trouve un néant. Et un néant dont il dit que ce néant n'est pas paisible. Et donc, c'est le contraire de la douce loi. Donc, dans le début des années 80, il va avoir l'impression de pénétrer l'essence des choses et d'accéder à un univers paisible, doux, mais qui reste l'essence de la chose. Donc c'est une avancée qui pour lui est capitale, y compris aussi parce qu'elle se fait, cette ouverture au monde,
à la réalité la plus simple, la plus immédiate des objets et du paysage, elle se fait par l'expérience de la couleur. Ça, c'est un point très important. Alors, il y a des informations un peu contradictoires. Là, on lit parfois que Handke serait daltonien. Il fait allusion à ça dans le début de la leçon de la Sainte-Victoire. Il a une sorte de message un peu ambigu. Il dit que quand il était enfant, sa famille se moquait de lui, on lui faisait deviner les couleurs parce qu'il n'y arrivait pas vraiment. Mais il dit qu'après, il a appris plus tard qu'il n'était pas daltonien. Mais il dit, oui, je ne suis pas daltonien parce que mes couleurs, je vois parfois mes couleurs. Malgré tout, si ce sont ses couleurs, il met l'accent sur le possessif, c'est-à-dire que ce n'est pas la couleur de tout le monde. Il semblerait qu'il soit daltonien par rapport à la couleur verte. Il y a même une étude qui dit qu'on ne trouve pratiquement pas de la couleur verte dans ces textes, parce qu'il ne voit pas. C'est des anecdotes, mais c'est pas tout à fait anecdotique, parce que justement, en tous les cas, ce qui marque l'importance de ce tournant, c'est qu'il précise bien qu'il découvre qu'il vit dans la couleur. Il vit dans la couleur, notamment grâce à Cézanne. Alors, ce dépassement de la crise, cette réconciliation avec le monde réel, cette ouverture au monde, cette fin d'un solipsisme angoissant, se fait donc à travers la fréquentation des peintres, mais aussi des paysages réels, pas par le biais de la peinture. Et essentiellement non. Une part importante à ce moment-là, c'est le paysage de la Provence. Alors, là aussi, je soulève quelques pistes de réflexion. Il y a un autre peintre qu'il évoque, et qui est très important, qu'il évoque assez brièvement, mais qui est très important dans son œuvre, c'est Édouard Faurin. Courbet, parle aussi de Courbet. Il dit qu'il a étudié la peinture de Courbet avec le même intérêt qu'il a vu Flaubert. Donc on voit un peu la lignée aussi, Courbet, Flaubert, Édouard Faurin. Et il va tirer de cette fréquentation, à la fois du paysage et de la peinture, une loi. Et il en tire une leçon. Et je rappelle que dans la recherche de l'expression, Ponge parle aussi de cette loi, cette leçon. Donc je pense que chez Ponge aussi, il a rencontré un même vocabulaire qui devait lui parler. Alors, de façon encore un peu plus précise, pourquoi Ponge à cette époque-là? Si on résume la démarche de Handke, qui serait de chercher le point de coïncidence entre, il faut entrer dans le détail, Handke distingue toujours la sensation d'abord, ensuite il y a la vision, ce qui n'est pas la même chose. Il y a une sensation, ensuite il y a une vision, et après il y a le dire, et ensuite il y a le dire associé à la représentation. La représentation, je l'ai répété par l'acte mental de la lecture. Donc si on peut penser que, si on définit la démarche de Handke par rapport à cette sorte de configuration entre ce que je ressens, ce que je vois et comment le dire, et comment ensuite le réimaginer dans la lecture, la traduction de Ponge, à ce moment-là, se situe dans cette constellation. En relation avec un paysage réel qui est le paysage de la Provence. Donc le paysage de la Provence, il présente cet avantage pour lui à cette époque, c'est à la fois un paysage réel dans lequel il va marcher, Handke est un très grand marcheur, et qu'il voit aussi à travers ses œuvres. Donc c'est aussi un paysage qui a une histoire dans la peinture. Et c'est là aussi qu'il faudrait, je ne suis pas spécialiste, si vous avez des étudiants qui travaillent là-dessus, des étudiantes, ça serait la configuration avec René Char. René Char, Ponge et mais il y a aussi beaucoup de choses derrière, c'est que quand on vient de l'espace germanophone et qu'on parle de Cézanne, il y a un autre intertexte qui est très important et que bien sûr Handke connaît sur le bout des doigts. Ce sont les lettres sur Cézanne de Rilke. Parce qu'en Allemagne, dans l'espace germanophone, Cézanne est arrivé par l'intermédiaire de Rilke, qui à l'époque était secrétaire de Rodin et qui avait vu à Paris une grande exposition Cézanne. Donc il y a eu déjà des études sur le fait que certaines formulations de Handke viennent aussi directement en tous les cas, rencontrent celles de Rilke. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans une interview de 1985, donc un peu plus tard par rapport à cette traduction, Handke décrit son affinité avec René Char dans les mêmes termes de cette problématique entre sentir, voir et dire. Il dit qu'il s'est reconnu dans Char parce que dans Char, il y a un processus de mise en forme, de création,
et de la volonté de s'approcher du monde vu ou ressenti. C'est ça qu'il voit chez Charles, et à la même époque aussi, donc, il lit et traduit Ponge. Alors qu'est-ce qu'il entend par sensation et vision? C'est la confrontation directe avec le paysage réel. C'est cette écriture au plus proche d'un réel, une sorte d'harmonie naturelle. Si on reprend les catégories de Cézanne, cette harmonie parallèle à la nature. Le texte de Handke, c'est aussi l'harmonie parallèle à la nature. C'est un grand marcheur, donc il entreprend une marche à pied, il le décrit, il parle d'Aix-en-Provence vers le Toulonnais, il marche vers la montagne Sainte-Victoire, et c'est là qu'il a ses épiphanies. Il est allé aussi se baigner dans la Sorgue, un jour que Charles lui avait parlé d'un endroit particulier, avec un pont, et Handke a ressenti vraiment le besoin d'aller se baigner pour ressentir ce qui transparaît ensuite dans certaines images chez René Char. C'est aussi un travail sur le motif. Handke adopte la formulation de Cézanne. Handke va sur le motif, en quelque sorte. Il va se baigner dans la rivière, il gravit la montagne Sainte-Victoire. Et c'est pour ça qu'il arrive à cette formulation dans de son la Sainte-Victoire. Devant la Sainte-Victoire, cependant, lorsque dans l'espace libre entre Aix et le Toulonnais, je me trouvais au milieu des couleurs, je pensais, le centre du monde n'est-il pas là où a travaillé un grand artiste, plutôt qu'en des endroits comme Delphes? Donc c'est cette idée de centre du monde. Alors, pourquoi introduire la notion de centre du monde? Parce que justement, cette démarche de fréquentation des peintres et de l'expérience vécue de l'espace provençal est une recherche d'un centre. C'est-à-dire, en allemand, Mitte, c'est le milieu structurant, c'est le centre, le milieu qui assure la stabilité, le centre de gravité de quelque chose. Donc on voit vraiment que ce classicisme, il fonctionne par rapport à ces catégories. C'est pour ça que Handke aussi se définit comme un écrivain des lieux. Les lieux constituent pour lui le point de départ de son écriture. Il dit par exemple dans un texte, c'est le lieu qui donne le récit et pas l'inverse. C'est le lieu qui donne le récit et pas l'inverse. Et là aussi, quand on voit ces difficultés qu'il avait à créer un récit dans les années 70, il n'arrivait pas à articuler ses épiphanies comme ça en un récit. Et là, il trouve la solution. Il faut que j'aille sur le lieu, sur le motif, et c'est à partir de la description du motif que va se mettre en place le récit. Ça, c'est un des points importants de la leçon, c'est qu'il faut chercher la beauté, non pas dans une sorte d'abstraction de ciel abstrait, mais dans une portion très précise de paysage, de ciel. Et c'est ce que essaye de faire, par exemple, Ponge dans la Mouni. Il s'est rendre compte d'un certain ciel qu'il avait eu à un certain moment. C'est le lieu qui. C'est-à-dire que la chaîne fonctionne comme ça, le lieu génère la sensation, et la sensation génère la vision et la description génère la narration. C'est ça que je trouve Handke à cette époque-là. Alors on peut mener ce type de réflexion à ce qu'écrit Ponge dans l'âge de l'expression. Je n'arriverai pas à conquérir ce paysage, c'est le Provence, ce serait trop fort. Que de mal il me donne. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu, et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne comme un paysagiste revient à son motif à plusieurs reprises. Donc là aussi, on voit l'enchaînement entre peinture, écriture, et pour Handke, traduction. Alors, dans cette perspective, on pourrait. Il y a eu des études intéressantes sur le rapport entre Handke et Eduard Hoppe, parce qu'on s'est demandé pourquoi Hoppe fascine tant les spectateurs que nous sommes, mais aussi les écrivains et les cinéastes. Il y a une étude assez intéressante qui montre que la peinture de Hoppe, c'est une peinture de description de lieux, puisque Hoppe peint des lieux précis, que Handke lui-même est allé voir aux États-Unis. Donc il s'est rendu sur les lieux qui sont représentés dans les tableaux de Hoppe. Mais cette analyse dit aussi que la peinture de Hoppe est une peinture descriptive, mais qui est énigmatique, et qui laisse toujours un noyau d'une narration possible. Et ça, c'est le schéma que Handke va récupérer. C'est-à-dire, je décris un lieu, donc je le peins si je suis un peintre, et c'est à partir de cette description
que naît le germe d'une possible narration. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un tableau de Chopin, vous avez la possibilité d'imaginer une narration, y compris au sens le plus narratif du terme, une histoire qui peut se développer, où on a l'impression que le tableau de Chopin est la fin d'une narration, où c'est une scène étrange, avec ces personnages dans leur solitude, dans ce vide, mais qui je perçois d'abord le lieu, mais ensuite je peux imaginer une narration. Et ça, c'est un schéma qui, semble-t-il, a inspiré Hand. C'est donc ce qu'il découvre chez Cézanne, chez Chopin. Voilà. Ça serait pour la leçon à 5 victoires. Alors, j'ai essayé un tout petit peu de systématiser les points de convergence entre Ranke et Ponge. Bon, d'abord, on va écarter René Char. Ranke et René Char se sont fâchés. Il y a toute une correspondance. Bon, apparemment, c'est la faute de René Char. Ranke avait été commissionné par le jury du prix Pétrarque pour aller proposer à René Char de recevoir le prix Pétrarque. Donc il est allé, il s'est déplacé à l'île-sur-Saône, et il a été très mal reçu par Char, qui lui a dit il cite la phrase, mais qu'est-ce que vous venez embêter avec ce prix, ça ne m'intéresse pas, parlons d'autre chose. Et Ranke avait fait le voyage exprès pour lui proposer de recevoir le prix. Comme quoi le prix d'ailleurs c'était arrangé, puisqu'on avait du faux. Et ça s'est mal passé. Bon, Ranke dit que René Char était un peu pénible. Mais au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, Ranke dit qu'un jour il a parlé à Char de Ponge, et Char ostensiblement s'est tu. Il lui parlait de Ponge, et Ranke rajoute ce qui était plutôt désagréable. Et c'est cette époque où il a commencé à se brouiller parce que Ranke accuse Char de se donner des grands airs, on connaît les Char. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Ranke loue plutôt Ponge et Jacotet, tout en sortant une sorte de fâcherie sur Jacotet. Il dit Jacotet est plus modeste, puis il dit ouais, c'est une modestie un peu jouée. Mais ce qui m'intéresse derrière ces anecdotes, c'est qu'on sent qu'il y a plus cette l'esthétique de la douce loi de Stifter. Est-ce que plutôt du côté de Ponge et de Jacotet, plutôt que de ce que Ranke appelle les oracles de René Char. Donc là, il y a aussi peut-être une comparaison intéressante à faire entre les deux. Mais la douce loi du travail sur le motif serait plutôt dans du côté de Ponge et de Jacotet. Typologique, parce que. Alors, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que Ranke traduit Ponge, non pas dans l'absolu, mais qu'il l'ait fait à ce moment-là, c'est-à-dire entre 80 et pour la petite suite Vivarès jusqu'en 88. Et que cette traduction se fait donc dans le cadre de réflexions qui réarticulent un certain nombre d'éléments autour d'une stabilité néoclassique, où la peinture et le paysage du sud de la France jouent un grand rôle, et pas la Provence et le Vivarais, c'est pas loin. À propos de la petite suite Vivarès, alors malheureusement, donc, on n'a pas, enfin à ma connaissance, dans les archives, il n'y a pas de travail, la documentation qu'on a des relations entre Ranke et René Char n'existe pas pour Ponge, sauf preuve du contraire. Dans les archives, on trouve des documents, il n'y a pas de reconnaissance de correspondance suivie, il n'y a pas eu de rencontre, de voyage, d'invitation. Donc ça, c'est dommage pour nous. Alors que c'est beaucoup plus documenté pour René Char. Mais par contre, la petite suite Vivarès a été traduite en allemand et à la fin, Ranke écrit 3 petites pages, pas très longues, où il commente le livre et sa traduction. Donc c'est intéressant. Alors vous savez que la petite suite Vivarès a été écrite avant le carnet du bois de pin. Chronologiquement, c'est 37 la petite suite et le carnet du bois de pin 40, 41. Par contre, la publication est inversée puisque la petite suite Vivarès a été découverte tardivement. Elle a été publiée chez Fata Morgana en 81. Par là, et Ranke l'a traduite à peu près à la même époque, en 88. Voilà, il a traduit un texte antérieur, mais il l'a fait postérieurement parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et donc Ranke décrit un peu les circonstances de cette suite. Il écrit que ce sont des séjours de Ponge dans le Vivarais dans les années 30. Ce qui est intéressant, c'est qu'il compare la petite suite avec le carnet du bois de pin. Et il précise que la petite suite ne porte pas que sur les objets du monde muet, mais offre aussi des portraits d'habitants
et introduit des références à des événements historiques. Et que donc il ne se passe, il dit que malgré tout, à la différence du carnet de bois de pin, que Handke définit comme un drame entre la chose et la langue, c'est un drame parce qu'il expose un problème de forme, il dit que dans la petite suite, il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas d'histoire, ça se présente de façon simple, non problématique, comparée aux nombreuses variations du carnet du bois de pin. Et Handke va jusqu'à dire que donc, dans ce texte, il n'y a rien, il n'y va de rien, que les objets et les personnes sont présentés et décrits sans problème, sans difficulté. Et on peut voir derrière cette caractérisation aussi quelque chose qui intéresse Handke lui-même, c'est une sorte de rien. Quand on pense aussi à Flaubert, l'écriture du rien, c'est quelque chose aussi qui parle à Handke. Et puis Handke relève aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans la petite suite du Varèse, Ponge a recours à des comparaisons avec les peintres, notamment les Cévennes sont comparés aux Vauquelin chez Mantegna. Je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, il faut que je m'arrête. Bon, je m'arrête. Après, il y a des questions. À la minute. Oui. Non, le point commun, c'est le refus de la poésie lyrique. Ça, c'est clair. Handke se définit comme un auteur de prose. À un moment, il se reproche d'avoir cherché des rimes avec des allitérations en traduisant René Char. Il dit là, je suis tombé dans le lyrisme. Voilà. Bon, la visée classique, ça je l'ai déjà dit. Extraire l'objet du temps. Oui, ça. Alors, le travail sur l'image, le dernier point que je m'arrêterai là-dessus, c'est le travail sur l'image, c'est qu'au moment de la traduction, Handke dit il y a une image chez l'auteur que je traduis. Cette image, elle vient de très loin. Chez René Char, elle vient de très loin. Quand je traduis du grec ancien, ça vient de très très loin. Et il faut d'abord, avant toute traduction vers l'allemand, il faut que je sorte cette image de la langue et que je me représente, que je revive moi-même, je comprenne l'image. Et une fois que j'ai compris l'image, je la traduis en allemand. Et ça, il le dit plusieurs fois. Il dit je ne traduis jamais d'une langue directement à une autre. Je passe par la langue. Je passe par la reconstruction de l'image. Et si je n'ai pas compris l'image, je ne peux pas traduire. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant qu'on pourrait aussi relier à la réflexion de Ponge sur les images. Juste une formulation, je ne peux traduire que des images. Je crois que l'on ne peut penser qu'en image. Une pensée qui ne devient pas une image, c'est une pensée qui n'a pas été rachetée au sens religieux du terme. Et c'est un terme d'ailleurs qu'on a chez Ponge aussi. Handke, par l'écriture, peut sauver les choses, les objets. De même que Ponge aussi, par les guillemets, sauver, racheter les choses. Voilà. Après, bon, sur l'aspect traductologique, si vous avez des questions, je crois. Merci beaucoup. Je propose qu'on se prenne un petit moment d'échange à propos de cette réflexion de Ponge traduit par Peter Handke, ou Peter Handke traducteur en général, traducteur du français, traducteur de Ponge en particulier, avant d'écouter Luigi Magno. J'aurais bien une première question parce que tu as expliqué qu'en fait ce moment de la traduction de Ponge, fin des années 70, c'est un moment de recherche de continuité en quelque sorte, où tu dis de passer d'épiphanie isolée à la possibilité d'un récit, et puis avec ce modèle du classicisme, mais il ne se tourne pas vers... C'est pas lui qui traduit Malherbe, qui pourtant date de 65 et qui existait déjà, il se tourne vers les textes peut-être les plus discontinus de Ponge. Oui, ça prend la forme d'un journal, mais d'un journal qui se construit pas en récit, le carnet du bois de pin, c'est un texte qui s'autodétruit d'une certaine manière, on peut le voir comme ça aussi. Donc c'est étonnant comme choix d'aller vers ces textes-là quand on recherche du contenu. Oui, ça c'est une bonne réflexion parce que chez Handke, on sent, notamment dans la leçon La Sainte Victoire, on sent qu'il veut affirmer
la continuité. Il y a cet aspect, ce décalage entre une sorte de profession de foi, peut-être volontariste, voilà, autosuggestion, si on peut dire, méthode couette, et puis la réalité. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a une dialectique chez lui entre la pratique du journal, puisqu'il ne cesse de faire des volumes de plus en plus grands de journaux, de notations, donc c'est pas un récit, de discontinuité, et il produit malgré tout du récit continu. Mais là, je pense qu'il n'a pas tout à fait trouvé le. C'est vraiment intéressant comme question, parce que ça pose aussi la pratique, c'est-à-dire qu'il va faire comme. Il ne franchit pas le pas comme Ponge, c'est-à-dire que ces documents, ces notes, il dessine beaucoup, Handke dessine beaucoup quand il prend des notes, quand il écrit ses journaux. Il ne les constitue pas en œuvre, même s'il a donné aux archives allemandes de la Mark, aux archives nationales, il a donné je ne sais plus combien de carnets, qui sont passionnants, qui seront peut-être un jour publiés ou scannés, je ne sais pas. C'est tous ces carnets avec ses notes et ses dessins, mais il ne les constitue pas en œuvre qu'il va publier chez Vocat, chez les grands éditeurs. Par contre, ce qu'il fait depuis, alors il l'a fait moins, je crois, il met des photos de lui-même en couverture, mais il y a toute une série de livres de Handke où il demandait à l'éditeur que sur la jaquette, il y ait une reproduction d'une page de ses carnets. Mais ça ne va pas jusqu'à ce travail. Il constitue pas ses carnets en œuvre non plus. Il reste encore dans une sorte de dichotomie classique, enfin entre l'œuvre et puis l'avant-texte. Mais l'histoire de Malherbe, je voulais faire tout à l'heure justement une sorte d'analogie, c'est que quand il traduit Ponge, à mon avis aussi, il cherche à se faire ce qu'on appelle le panthéon, enfin, il cherche des mentors, et donc on pourrait faire une analogie entre Ponge et Malherbe et Handke et Goethe, cette volonté de trouver la leçon, de trouver un maître. Il le dit d'ailleurs, Handke dit « J'ai toujours dans ma vie eu besoin de maître ». Il assume ce côté. Mais là, tu mets le doigt sur une contradiction qui est, à mon avis, non résolue. Qui n'est pas productive. Peut-être juste sur la traduction, en un mot, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fidèle dans le sens, alors parce que la fidélité en traduction, on va s'en faire un débat, mais il est fidèle, non pas. Il est fidèle à la syntaxe française, c'est-à-dire que, vous savez qu'en allemand, comme en anglais, tous les déterminants se mettent plutôt avant, l'adjectif se met avant, et quand en français, on fait souvent l'inverse, parce que en français on met beaucoup de déterminants après, quand c'est le cas, par exemple, dans Ponge, il y a un moment, il est question d'un tissu sans sommeil. Tissu sans sommeil, si vous devez le traduire en allemand, il peut venir immédiatement à l'esprit l'adjectif sans sommeil, avec un suffixe privatif, schlaflos. Los, c'est le privatif qu'on laisse en anglais. Donc je peux en faire un adjectif, mais si j'en fais un adjectif, il faudra que je le mette avant. Or, dans le texte français, c'est tissu sans sommeil, c'est après. Et donc il traduit mot à mot tissu sans sommeil, et puis il met des tirets entre les trois mots allemands, ce qui donne un aspect assez curieux au mot. C'est une posthésie un peu le mot, enfin ça en fait une sorte de grande catégorie comme ça, des tissus sans sommeil avec des tirets. Mais ça lui permet de garder la syntaxe française. Alors, on voit vraiment que dans le détail, il est très, très, très attentif à ce genre de choses. Bon, ça n'empêche pas, il y a quelques faux sens, mais ça pas. À la limite, ça n'a pas d'intérêt d'en parler, mais j'en parle bien parce que c'est un peu drôle. Il y a une expression chez Ponge qui n'a pas été comprise, c'est qu'il décrit, à un moment, Ponge décrit les rues d'Aix-en-Provence, où il est question d'une rue qui est pleine d'hôtels de robes, d'hôtels de robes au singulier, qui fait en fait référence aux hôtels particuliers de la noblesse de Rhodes. Et ça, j'aurais fait le faux sens aussi. On a un hôtel de Rhodes, ça peut voir. Et ils ne savent pas du tout quoi en faire. Et il traduit notamment une rue pleine de magasins d'habits. Et puis il rajoute un truc plus loin, totalement absurde, sur les habits qu'il y a dans cette rue. Bon, mais dans l'ensemble, c'est bien traduit au sens passable, lexical, tout le monde fait des erreurs, c'est pas drôle. Mais c'est que justement, ce qui m'a intéressé beaucoup, par exemple, c'est qu'il y a un travail sur l'étymologie chez Ponge, et il est question à un moment dans Olympie, je crois, non, c'est dans l'autre, c'est dans le Bois de Pin, et l'expression bas-côté. Bas-côté a deux sens en français, c'est le bas-côté de la route, mais c'est aussi en architecture, c'est une nef latérale. Et moi, quand j'ai lu le français, bas-côté, je n'ai pas pensé au sens architectural. Bien, Handke invente un adverbe où il prend le mot allemand qui désigne
Zeit, Schiff, hein, c'est pareil, le Schiff, c'est la nef, le bateau, donc nef latéral, il en fait un adverbe. Alors en allemand, on entend Zeit, c'est le côté, hein, le sens banal du terme, mais il fait entendre aussi le sens architectural. Je pense que là, il a travaillé avec vraiment un dictionnaire. Parce que je ne pense pas que il parle très bien français, là, il fait 40 ans qu'il est en France, ou plus même. Mais quand même, lire le mot papoter et entendre tout de suite le sens architectural, ça veut dire qu'il travaille vraiment comme le fait Ponge qui donne aussi des références du Littré. Donc là, il y a vraiment un travail de très très. Merci beaucoup. Je propose que nous passions à la seconde intervention d'aujourd'hui. Il y a un pont possible qui m'est venu, c'est justement quand tu parlais de ce panthéon, ces choix de traduction de Handke qui, vus de France, sont étonnants de vouloir traduire à la fois Simenon, Emmanuel Bove, René Char et Ponge. C'est des reconfigurations du chant français tout à fait étonnantes, on va dire. Et il me semble que peut-être qu'il sera peut-être question de telle reconfiguration dans la réflexion que Luigi Magno se propose de partager aujourd'hui sur la présence de Ponge dans le chant poétique italien. Alors ce que produit Ponge, celles et ceux qui se sont intéressés à son œuvre pour la traduire, mais aussi peut-être à côté de qui il voisine. Enfin, je ne sais pas si c'est dans ton propos, mais enfin, il me semblait qu'on pouvait réfléchir à ça, à ces éléments introduits et reconfigurés une fois qu'on passe d'une langue à l'autre. Donc, je présente Luigi Magno, malgré tout, même si beaucoup de gens le connaissent ici, qui est professeur de littérature française à l'université Roma Tre, spécialiste de poésie moderne et contemporaine, qui a consacré sa thèse à Denis Roche, a publié aux ENS Éditions un volume consacré à Denis Roche, l'un écrit, l'autre photographie, a publié de nombreux articles, notamment sur Nathalie Quintane, Emmanuel Ocar, qui d'autre encore, Jean-Marie Glaise, Édouard Levé, et sur Francis Ponge également, et notamment sur les usages de Ponge, les traductions de Ponge, les lectures italiennes par Ponge aussi, les relations de Ponge avec Ungaretti. Et là aussi, j'ai fait une petite plongée dans le fond Ponge de l'ENS avec cette traduction du parti pris des choses de Jacqueline Risset, par Jacqueline Risset, qu'on connaît aussi comme traductrice en France, puisqu'elle a traduit Dante également en français. Voilà, l'une des balises, je suppose, de cette présence italienne de Ponge. Merci Luigi. Ah oui, parmi toutes tes activités, il y a eu l'organisation d'un colloque international consacré à Suzanne Doppelt il y a tout juste une dizaine de jours à Rome. Donc merci d'autant plus de prendre la parole aujourd'hui et de nous présenter ce travail. Merci beaucoup de cette invitation. En vérité, j'aurais dû m'entretenir aujourd'hui avec le traducteur de Ponge en Italie, enfin en tout cas l'un des traducteurs les plus importants, qui malheureusement n'est pas là, donc je suis resté avec des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Que vais-je faire, je me suis dit, de ces questions? Est-ce que je vais me les poser à moi-même? Mais j'ai traduit à peine 3 pages du carnet de bois de pain. Alors, c'est pas suffisant pour animer un séminaire. Et alors, vous allez pardonner ce début de mon topo qui n'en est pas un. Je vais faire un péché de narcissisme un peu débridé. Je vais revenir sur ce que j'ai pu faire autour de Ponge et d'Italie. Et je me suis rendu compte qu'en effet, j'ai fait pas mal de choses. En commençant par, en 2013, il y a eu un livre traduit par Michele Zaffarano, cet ami qu'on attendait aujourd'hui, que j'espère sera parmi nous lors d'une prochaine séance,
2013, je me souviens, on était réunis à la Fondazione Campitelli, donc à Rome, pour présenter la première traduction de Gnoc de l'Avant-Printemps, qui venait de paraître, traduit par Michele Zaffarano, aux éditions, enfin, dans une collection qui s'appelle Benway Series, et qui apparut donc en italien avec ce titre, Gnoc de l'Avant-Printemps, ovvero cognizione del periodo che annuncia la primavera. À présenter ce volume, on avait réuni 2 personnes, moi-même et Jacqueline Risset. Apparemment les seuls qui pouvaient être plus ou moins capables de dire quelque chose de sensé autour de ce livre. Alors, est-ce que ce livre est arrivé en 2013 dans un champ où on connaissait plus ou moins Ponge, où les choses de Ponge en italien étaient tout à fait communes, circulaient? Pas du tout. Parce que la dernière traduction de Ponge remontait à 2003, et c'était une petite traduction qui avait circulé de façon assez, comment dirais-je, confidentielle. Et la véritable dernière traduction connue, encore aujourd'hui, de Ponge en Italie, c'est le livre donc traduit par Jacqueline Risset, Le parti pris des choses, mais qui remonte à 1979. Donc depuis 1979, mis à part quelques traductions en revue, donc très partielles, il n'y avait rien eu, en gros en Italie, sur Ponge. Et là, du coup, Gnoc de l'Avant-Printemps, c'est-à-dire le choix d'un livre, d'un texte qui fait partie de la production, disons tardive, ou en tout cas d'un Ponge mûr. À partir de là, je fais une petite chronologie de quelques articles que j'ai pu publier, ou de quelques réflexions que j'ai lancées par-ci et par-là. En 2015, une revue italienne m'avait sollicité pour éditer une rubrique qui s'appelle Seuil poétique, et qui parle de poésie de traduction. Je ne savais pas trop quoi faire, il fallait proposer aussi des traductions inédites. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je démarre de Ponge, on en a besoin, carnet du bois de thym, je choisis certains passages, mais je ne pouvais pas juste intervenir sur Ponge. Je me suis dit, je vais revenir sur la notion de prose, et j'ai proposé quelque chose qui s'appelle, encore aujourd'hui, parce que ça a été accepté et publié, seuil prosaïque. J'ai détourné ce seuil poétique, un seuil prosaïque, sous-titré Notes sur quelques faits de poésie. Là-dedans, donc, je reviens avec une introduction plus ou moins théorique sur la notion de prose. En gros, je me demande, mais si à la notion de prose, on enlève le roman et les nouvelles et toutes sortes de mimésis, que reste-t-il de ces proses, mis à part évidemment le poème en prose ou les proses poétiques? Et là-dedans, je propose donc une traduction du carnet du bois de thym, de certains passages, que je remets en perspective, toujours à partir de cette focale de la prose ou des proses, avec un passage d'un livre de Denis Roche qui s'appelle Prose au du ventre d'une femme, et puis avec un petit passage traduit par Michele Zaffarano, cette fois-ci, de Chaussures de Nathalie Cantal. Histoire de montrer en Italie comment quelque chose qui circule, enfin des proses, des écrits, des textes qui circulent en milieu poétique ou qui très souvent sont appelés par l'étiquette de poésie ou l'adjectif poétique, peuvent se retrouver sous forme de prose. Je ne vais pas approfondir au-delà, je passe, c'est 2017. On a un collectif sur Jacqueline Risset, ce collectif va s'appeler Tradurre l'Europa. Jacqueline Risset, da tel quel ai poeti novi, Dante e Machiavelli. Et là aussi, on me sollicite quoi? Un article sur Jacqueline Risset, la traduction. C'est l'occasion de faire justement le point, d'un point de vue cette fois-ci de l'histoire de la littérature, de la traduction. Qu'en est-il des traductions de Ponge en Italie? Combien de traductions avons-nous? Donc je remets en perspective ce sujet et je propose per una cronologia su alcune traduzioni dell'opera di Ponge in Italia. 2017. Et puis 2018, la revue qui avait publié mes seuils prosaïques avait été tellement ravie de mon travail et revient à la charge. Est-ce que tu nous refais encore un seuil poétique? Là, effectivement, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose autour de Ponge. Et là, j'ai proposé quelque chose qui s'appelle Au seuil italien des fabriques de Ponge. Et ce dossier est accompagné de 4 ou 5 traductions
de ce que nous appelons en France des textes en fabrique ou voilà, des dossiers de Ponge. Mais ce n'est pas moi-même qui me suis attaqué à ce travail après l'expérience affreuse de la traduction du Carnet du bois de pin qui m'a pris 3 mois juste pour 3 pages. J'ai demandé à des écrivains, poètes, qui le plus souvent sont aussi des universitaires, de choisir un texte en fabrique et de me proposer des traductions. Ce qui m'a permis aussi de comprendre quel type de réception a encore aujourd'hui, enfin avait encore en 2018, Ponge. Et là, vous pouvez consulter ça en ligne et vous allez voir que les choix sont très parlants. Par exemple, cette amie et collègue qui est une excellente traductrice du français à l'italien, qui s'est attaquée à Mallarmé, qui a fait l'œuvre complète de Mallarmé, elle choisit le Carnet du bois de pin. Et qu'est-ce qu'elle va choisir? Elle va choisir exactement ces passages du Carnet du bois de pin qui sont remplis de vers. Alors que moi, j'étais passé par, évidemment, des pages où il y avait des vers, puis comment crever un abcès poétique, et puis les plaisirs du bois de pin. J'avais essayé de montrer le passage. Alors que là, c'est que, voilà, les vers. Vous allez voir aussi, par exemple, que Valerio Magrelli, un autre écrivain, un poète, peut-être parmi les poètes majeurs vivant en Italie, fait le choix de ne pas traduire un texte en fabrique. Il me dit non. Il me dit c'est difficile, mais bon, enfin, ça c'était prétexte officiel. Et il va commenter un jugement que Ungaretti avait donné à Ponge autour du prêt. Il reste quand même proche de la problématique que j'avais soumise, mais il détourne ma demande. Bref, je n'en dirai pas davantage. 2 autres petites étapes narcissiques. 2019, c'est l'année de 2 contributions autour de Ponge, que j'ai signées. Il y en a une qui est dans les cahiers de Francis Ponge, qui s'appelle Ponge d'un paysage poétique italien de l'extrême contemporain. Et où je montre comment Ponge, pour tout un groupe d'écrivains qu'on connaît comme des poètes ou des écrivains, etc., Ponge fait référence, malgré ce vide autour de Ponge, à l'Italie. Je vais y revenir. Toujours en 2019, et je termine, c'est mon article pour le collectif qui donc, a découlé du colloque Ponge-Sorisi, et c'était un article sur Ponge et Ungaretti. C'est-à-dire, c'est un volet où je me suis demandé, mais effectivement, que se passe-t-il quand on regarde les choses à partir de Ponge? Est-ce qu'il a eu des rapports avec l'Italie? Quels sont ces rapports? Et comment il a su établir des amitiés, des pourparlers avec l'Italie? Et Giuseppe Ungaretti, vous le savez, a été peut-être, parmi les Italiens, le plus important interlocuteur de Ponge avec Piero di Gongiari. C'est un choix assez bizarre, je vais y revenir. Donc voilà, j'ai repris toute cette matière, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je vais essayer de la réorchestrer en quelques minutes, vraiment, pour dessiner un champ, le champ de la poésie italienne, et pour voir, très synthétiquement, bien évidemment, comment Ponge se positionne là-dedans. Et essayer aussi d'émettre une hypothèse de pourquoi Ponge, finalement, y est sans y être vraiment. Et pour remettre les choses en perspective, je dirais qu'il faudrait redémarrer justement par cette nouvelle génération d'écrivains et de poètes qui ont aujourd'hui autour de 50 ans, 45, 60, qui ont lu, qui lisent Ponge, qui se réclament de Ponge, alors que Ponge demeure ignoré, on peut dire ça comme ça, dans le panorama italien, aussi bien le panorama de la création, c'est-à-dire la traduction, tout comme dans le panorama critique. Il n'y a pas beaucoup de francisants en Italie qui se sont occupés ou s'occupent de Ponge. Alors que là, j'ai montré, je crois, comment Mario Corticelli, par exemple, en travaillant autour de l'image de la figue, Andrea Inglese, qui retravaille l'image et un objet comme celui du prêt ou des prêts, comment Michele Zaffarano, à travers, par exemple, les arbres, se réclame directement ou indirectement, à des degrés différents, de Ponge. Ces mêmes écrivains, avec d'autres, ont fait aussi l'objet d'une publication d'un numéro de Gnoc
en 2014, je crois, et donc réunis sous l'égide pongienne, mais cette fois-ci non pas en Italie, mais en France. Enfin, comme pour montrer que la France a conscience de cette présence ou de cette égide de Ponge sur ses écrivains, autour de ses écrivains. On peut se demander, je me suis demandé, mais comment ces écrivains ont lu Ponge? Bien sûr, ils ont dû le lire en français. Il y a pas... Mais parmi ces écrivains, je les ai interrogés. La plupart l'a lu en français, bien sûr, mais sans vraiment connaître le français. Donc parfois, ce sont des lectures très indirectes, ou bien ce sont des lectures qu'ils ont pu faire, suite auxquelles il y a eu des échanges entre eux, pour mieux comprendre comment, ce qu'il y a dans Ponge. Pourtant, Ponge est là. Ces écrivains de cette dernière génération se sont réclamés en tout cas de certaines étiquettes qui ont circulé dans le territoire français. Notamment, par exemple, une étiquette qui est Jamari, en tout cas que Jamari a utilisé et repris, l'étiquette de prose en prose, ou prose ES, en prose ES. Ces écrivains ont utilisé cette étiquette pour notamment une anthologie qui avait paru en 2010-12 et qui a été reprise récemment. Et cette étiquette a fait couler de l'encre dans le milieu de la poésie. Cette étiquette, on ne la comprend pas, mais qu'est-ce que ça veut dire prose à prose? On a beau évoquer les travaux de Jean-Marie Claise, de Christophe Hanna et d'autres, incompréhensibles. Et ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que ce débat a été animé que par des italianistes. C'est-à-dire qu'aucun francisant, à aucun moment, a pu avoir droit de dire écoutez, c'est une étiquette qui circule. En France, on a des notions comme le dispositif, poésie mal d'aurore, mais aussi nos dispositifs poétiques, comme dirait Christophe Hanna, ou comme il avait déjà proposé dans Poésie Action Directe, le dispositif, voir ces objets spécifiques que Jean-Marie utilise avec ou d'après Donald Judd, les ovnis et d'autres étiquettes qui en France circulent, sont plus ou moins connues, en tout cas acceptées. Eh bien, tout cela en Italie reste méconnu. Et dès qu'on essaie d'emporter concept comme prose à prose, débat, évidemment, c'est un débat très réactionnaire qui dit « Ah, mais ça n'a aucun sens, cela, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire prose à prose ». D'ici la nécessité de revenir sur une chronologie des traductions de Ponge. La première traduction de Ponge est publiée en Italie à une époque où il y avait une certaine effervescence, et ça date de 71. C'est Mondadori qui fait ça, c'est une anthologie de textes qui est éditée par Bigongiari, mais avec la collaboration de Ungaretti. Et parmi les traducteurs, nous retrouvons Bigongiari, Ungaretti, et puis vous avez d'autres poètes comme Luciano Erba, et enfin une toute débutante, jeune, Jacqueline Risset, qui contribue à cette anthologie. Toujours les années 70, mais à la fin, 79, je vous le disais, il partito preso delle cose. Donc c'est le parti pris des choses, c'est un certain Ponge qui va être réduit, on connaît, à ce texte qui n'est pas forcément représentatif de toute sa production. Et l'Italie en est restée là. C'est-à-dire que Vita del Testo, cette anthologie de 71, disparaît du marché vite fait, et ce qui reste encore aujourd'hui, parce que ça a été repris, réédité, c'est Il partito preso delle cose. Donc Ponge en Italie n'existe pas, et quand il existe, c'est juste Ponge du parti pris des choses. Et que vous essayez de faire passer quelque chose comme un texte à fabrique, c'est la catastrophe. D'où ça arrive cette espèce de vide? J'ai essayé de reconstruire cette situation, et je me suis rendu compte qu'une partie des écrivains en Italie avaient tout à fait compris ce que Ponge faisait à l'époque, ce que Ponge avait produit après le parti pris des choses. Et parmi ces écrivains, je vais en citer un qui montre, je vais faire un petit renvoi, je ne le citerai pas aujourd'hui, mais si vous allez relire les leçons américaines de Italo Calvino, vous allez trouver des pages qui sont très éclairantes sur le texte en fabrique. Calvino qui donne ses conférences aux États-Unis, donc ces conférences datent de 84, il reprend ses conférences dans un volume des années 80, donc on aurait pu voir là
un moment de propulsion de Ponge dans le chant italien. Mais cette propulsion n'arrivera pas, parce qu'un autre écrivain, poète, qui avait certainement beaucoup plus de pouvoir dans le chant, va dire exactement le contraire. Il s'agit de Vittorio Sereni, qui donc, écrivain, critique, poète bien sûr, en 81, va faire un article où il cite vraiment de biais des textes de Ponge. Enfin, il ne cite pas ouvertement Ponge, tout en reconnaissant un certain intérêt des textes en fabrique de Ponge, il les écarte en disant finalement ce sont des textes qui tournent autour d'une certaine autoréférentialité, et cela, ce n'est pas de la poésie pour nous. Donc voilà, si vous prenez ces deux positions, à mon avis, ce que j'observe dans le chant, c'est que la position de Sereni a été la position dominante, et qui domine encore aujourd'hui. Sereni, par la suite, va refuser, je ne sais plus quel manuscrit qu'on lui avait proposé, enfin, comme traduction de Ponge. Donc c'est lui qui gagne. Du moins jusqu'à 2003, où un petit éditeur de Brescia, Edizioni dell'Obliquo, va faire paraître Il Sole in Abisso. Petit livre, introuvable, circulation tout à fait confidentielle, avec, je ne sais pas, 40 exemplaires, dont 15 avec eau forte, donc c'est à 1500 €. Et donc, j'estime que c'est plutôt 2013 qu'il faut attendre, avec Gnoc de l'avant-printemps. Petit éditeur, bien sûr, mais enfin, encore accessible. Le titre de 2003, c'était quoi? C'est Il Sole in Abisso, sur la ligne. Non, voilà, juste pour dire que, voilà, à partir de là, de ce Gnoc de l'avant-printemps, qui arrive, vous le comprenez, dans un terrain qui n'est pas absolument prêt à lire ou recevoir ou accéder à ce texte. Enfin, toujours, je me mets toujours du côté des italianistes, hein, parce que, voilà, parmi les francisants, bien sûr, les peu nombreux qui se penchent sur la question arrivent plus ou moins à voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils arrivent à remettre ça en perspective parce qu'ils ont connaissance de l'histoire de la littérature du XXe, XXIe en France. Alors que les autres, voilà, c'est le néant, en tout cas c'est le refus le plus total. Troisième petit moment de cette reconceptualisation, si j'ose l'appeler comme ça, c'est justement le moment où, pour expliquer ce vide dans le chant italien, il faudrait aussi, en dernière analyse, analyser les rapports de Ponge avec l'Italie. Et Ponge, comme je vous le disais, s'est lié d'amitié essentiellement avec Ungaretti et Piero Bigongiai. C'était peut-être des amitiés stratégiques. Ungaretti était à l'époque parmi les poètes les plus importants là-bas, et Piero Bigongiai avait aussi une position de poète et de professeur à la fac à Florence. Mais il s'agit aussi de deux personnes, de deux écrivains, de deux critiques, de professeurs qui ne sont pas forcément, enfin ne partagent pas forcément dans leur travail l'esthétique de Ponge. Donc c'est vraiment un rapport d'amitié, mais qui n'a pas forcément servi à faire circuler Ponge en Italie. Bien sûr, Ungaretti a fait ce Vita del Testo, mais voilà, c'est un travail qui reste un peu isolé au début des années 70. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous essayez de vous procurer un exemplaire de ce livre, même dans les bibliothèques en Italie, vous avez du mal. Je ne sais plus combien d'exemplaires ils avaient pu le faire. Et quand vous regardez la situation de la poésie au XXe siècle en Italie, vous vous rendez compte qu'il y a eu juste un poète qui pourrait être rapproché de Ponge, et il s'agit d'Eugenio Montale. Hein, voilà. J'ai essayé d'ailleurs de faire un petit rapprochement avec le premier poème de Os de Sège qui s'appelle Les Citronniers. Bon, il y a un titre qui pourrait en puissance être un peu pongien. Et quand vous regardez le parcours de Eugenio Montale, vous vous rendez compte, aujourd'hui on le lit en France, c'est Gallimard, je crois, presque tout traduit. Quand vous regardez le parcours d'Eugenio Montale, vous vous rendez compte que lui aussi démarre de poèmes, un vers, mais que tout de suite il balance, la poésie il passe dans une sorte de prose. Sauf que dans ses proses, il garde une idée très haute de la poésie. Il défend, comme l'avait fait Ungaretti, des modèles qu'on pourrait appeler classiques, alors que Ponge, très souvent, repasse par ces modèles classiques, mais pour mieux saccager, défaire, en tout cas pour déconstruire peut-être,
voire Malherbe et d'autres écrivains qu'il cite et qu'il aime citer. Donc Ponge stratège pour sa diffusion en Italie? Peut-être pas vraiment. Et que peut-être là aussi, il y a quelque chose qui a fait que, mais de façon peut-être latérale, hein, aujourd'hui, Ponge est latitant dans le chant italien. Ceci dit, j'ai une nouvelle que je vous annonce juste là, comme ça, à la fin, parce que je l'ai depuis une semaine. Donc j'ai été... on me met à part d'un projet qui va bientôt démarrer. Et ce projet va concerner la traduction en italien de l'œuvre complète de Ponge. Alors on passe du rien, bientôt on aura nos Pléiades Ponge. J'annonce d'ailleurs ce projet parce que ça va concerner de près aussi la SLFP. C'est un projet qui a été pensé par Andrea Inglese, et donc l'un de ces poètes qui font partie de cette anthologie, Prosa in Prosa, qui a écrit un texte qui s'appelle Il Prati, et qui a aussi, je crois, traduit partiellement le Savon, même si Michele Zaffarano vient de terminer une traduction du Savon, qui cherche un éditeur. Avec Andrea Inglese sont associés dans ce projet Michael Batalla du CIPR et moi-même. Donc nous trois, nous cherchons des traducteurs, des gens qui nous financeraient aussi, soit dit en passant. Voilà le projet donc qui vient d'être lancé. Je vous tiens au courant de ce projet à l'intérieur de la SLFP. Et je m'arrête là, comme ça on aura quelques minutes pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Appel lancé à la fois aux bonnes volontés et à la générosité, si j'ai bien compris. Et si c'est comme tu l'as dit, sans nécessité de parler l'italien, c'est d'autant plus volontiers. Comme tu le disais, on refait Royaumont. Voilà. Eh bien, voilà, et oui, effectivement, il nous reste quelques minutes si des questions émergent. J'en ai une toute petite pour lancer la conversation. C'est ce Sereni là dont tu as parlé et qui est Sereni, pardon. Sereni, oui. Ouais. Donc tu dis qu'en fait il écarte la poésie de Ponge comme non poétique, en fait, si j'ai bien compris, du fait de la réflexivité, c'est ça? Oui, c'est comme si tu veux, c'est un article qu'il publie dans une revue d'ailleurs d'architecture. C'était une réflexion à partir de la maison. Et oui, c'est comme si le fait d'être encore dans une poésie autoréflexive dans les années 80, ça ne le fait plus. D'accord. C'est comme étant ringard, en fait. Voilà. D'accord, parce que du côté français, sinon c'était très déroutant, parce que cette réflexivité-là, elle est constitutive de la modernité poétique d'une certaine manière. Ok. Oui, non, pardon, c'était dans ma tête, mais je n'ai pas explicité pour aller, pour être dans la synthèse, mais c'est vrai que oui, au moment où il écrit, c'est comme si cette autoréflexivité appartenait, et donc ce n'est plus à la mode, ou il ne faut plus faire ça, c'était un peu, réactionnaire et presque moralisant son discours, comme quoi, oui, je reconnais que Ponge fait des choses très bien. Je cherche là les passages, je les ai gardés en italien malheureusement, mais... Oui, ça ressemble à ce qui, chez nous de ce côté-là des Alpes, disons, était la défense du retour naïf et simple au réel, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà, il lui reproche di spostare il corpo a corpo della poesia tra oggetto e parola, mais avant il dit bien la poesia di Ponge contempla l'instaurarsi nel testo della coscienza dell'atto poetico, et cela pour lui reste en quelque sorte non acceptable. Voilà. D'ailleurs, c'est Comment un fil de parole et pourquoi qui est concerné dans ces pages de Sereni. Mais il ne cite pas le livre, il dit juste « Plus tard, je vous donnerai un exemple ». Et après, quand tu lis les lignes sur l'exemple, peut-être c'est ce texte-là qu'il a à l'esprit. Je ne sais pas si c'est ça qu'il va refuser pour l'édition du Mondadori.
Oui, alors je vais juste lui demander, j'avais trouvé il y a quelques semaines, je ne sais plus, une autre traduction italienne de Ponge chez les Edizioni dell'Obliquo. C'était avant Il Sole, c'était le testo sull'elettricità en 97. Voilà. Et puis j'ai aussi consulté un peu les archives de la RAI en Italie. J'ai vu aussi les archives de familiales d'Armand Ponge. J'ai vu qu'il y a eu à un moment tout un intérêt de la radio italienne pour Ponge, qui partait toujours de Bigongeri et Ungaretti, mais ça avait animé un certain groupe à la radio, donc Vincenzo Angioletti et d'autres qui s'occupaient d'émissions à la radio, d'émissions qui naturellement aujourd'hui sont perdues parce que la radio n'a pas, en Italie la RAI n'a pas une INA qui archive les enregistrements, et notamment toutes les émissions de l'Approdo Letterario, donc aussi l'entretien qui est publié dans les cahiers de Lerne. Et bon, l'enregistrement est perdu. Ils ont perdu 10 années d'émissions radiophoniques. Et heureusement qu'il y a la transcription. Et puis, bon, il y a aussi des choses plus anecdotiques. Il y a aussi la traduction de Rissé a ravivé un peu l'intérêt aussi dans les médias. Et puis, bon, j'ai trouvé, dans les années 90, je crois, il y avait une émission, mais ça c'est une anecdote, une émission qui proposait à la fin une rubrique où des auditeurs pouvaient écrire à cette émission pour chercher des livres qu'ils ne trouvaient pas et voir si d'autres éditeurs pouvaient leur fournir ce livre. C'était un prêt, voilà, un emprunt. Et là, quelqu'un qui cherchait le Partito Preso delle Cose, qui était apparemment introuvable à ce moment-là dans la traduction de Jacqueline Rissé. Donc il y a quand même les années 90. Merci pour ces précisions. En effet, j'ai un peu coupé à l'âge cette histoire de oui, il y a un autre texte chez l'Obliquo, mais toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 40 exemplaires, voilà, introuvables, etc. Merci, ça me permet de revenir sur là aussi une expérience. J'ai enregistré des profils de Ponge en 2017 pour l'équivalent de France Culture, mais en Italie, qui a été, voilà, qui a connu tout de suite un montage parce qu'on avait dans les archives, le peu d'archives qu'on a, des petits extraits autour de Ponge. Alors que là, j'ai enregistré en juillet 2024 le même profil sur Denis Roche. Et aujourd'hui, on est en avril 2025. Et à chaque fois, il m'appelle en me disant on a du mal à monter ça parce qu'au niveau des archives, on n'arrive à rien trouver. C'est pour vous faire prendre un peu la mesure du vide qu'on a autour de certaines écritures qui désormais sont plus ou moins connues, même dans des manuels, ou bientôt Denis Roche avec Reg, ou au bac, je ne sais pas. Mais bon, on a eu quand même Ponge et Robot bientôt, donc pourquoi pas. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces auteurs italiens tout contemporains qui lisent Ponge en français sans connaître le français et qui se revendiquent de la prose? Alors, je peux t'en dire davantage en précisant que dans cette anthologie, il y a 5 écrivains. Il y en a 2 qui traduisent Ponge, donc qui lisent parfaitement le français, donc Michele Zaffarano et Andrea Inglese. Ce n'est pas un hasard si Michele Zaffarano vient de terminer Le Savon, il a fait New York de l'avant-printemps, et Andrea Inglese est parmi les promoteurs de ce projet de traduction intégrale. Après, par exemple, Mario Corticelli, j'ai parlé avec lui et justement, je lui ai posé des questions sur cette figue parce que ce n'est pas immédiat le fait de rapprocher. Mais après, quand tu lis, tu te dis oh mince, mais là. Il a été aimable, mais il ne s'est pas trop dévoilé. Et donc, j'ai dû passer par d'autres réseaux où j'ai su que, bien sûr, Mario s'entretient avec nous autour de Ponge aussi, mais il ne lit pas le français. Donc, j'en déduis que là, tu vois, c'est le modèle vraiment royaumont. Je te donne quelque chose mot à mot. Et à partir de cette traduction mot à mot, tu fais quelque chose ou tu déduis des choses. Et puis un dernier, oui, c'était Alessandro Boroggi qui vient qui vient, ça fait 6 mois ou quelque chose comme ça. Et lui me disait, avouait, voilà, ne
pas lire le français, mais enfin, il essayait de comprendre un peu, donc c'était peut-être une lecture plutôt naïve, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas pris Alessandro Broggi dans mon corpus pour cet article parce que j'ai vu des liens un peu plus faibles peut-être que dans les autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou satisfait cette curiosité. Oui, celle de l'utilisation de la prose en prose, c'est les mêmes, n'est-ce pas? Ah oui, voilà, oui, voilà, c'est les mêmes, c'est eux, c'est les 5, là je n'oublie personne, je vais reprendre... Ah oui, non, il y a aussi Marco Giovenale, pardon, excusez-moi, et Gerardo Bortolotti, non, ils sont, voilà, plutôt 6. De la part donc de Marco Giovenale, lui aussi, il est beaucoup plus proche du modèle américain, en tout cas anglo-saxon, mais chez lui aussi, il y a une présence de ponge qui est plutôt diagonale, et en tout cas, tous les 6 là se réclament de cette notion parce qu'ils ont eu besoin à l'époque, quand ils ont fait cette anthologie, d'avoir une étiquette qui fonctionne comme étiquette transgénérique ou non immédiatement générique. Ils avaient besoin de quelque chose comme ça, non pas tellement de la notion de prose, hein, mais de quelque chose qui fonctionne comme l'idée de dispositif ou comme l'idée de quelque chose qui n'est pas immédiatement saisissable, hein, d'une façon générique immédiate. Et c'est ça qui a tourmenté les italianistes. Mais il les a tourmentés non pas dans le sens où ça a déclenché une réflexion, une curiosité, c'était vraiment, ils étaient turlupinés pour dire non, ce n'est pas ça la poésie. Ce qui me fait conclure, je ne sais plus, peut-être dans cet article sur le contemporain, qu'en Italie, malgré tout, malgré les Nuovissimi, malgré le Gruppo 63, malgré toutes ces expériences-là, Sanguinetti et j'en passe, la vision qu'il y a de la poésie et qui domine peut-être encore de façon inconsciente est une vision de type idéaliste fin 19e. Là aussi, je coupe à la hache, mais ça relève de ça, malheureusement. Il y a encore le modèle de Benedetto Croce qui peut-être est là très fort. Il est 17h. Je me dois de lever la séance, je suis désolé. Merci beaucoup à Laurent et Luigi pour les interventions. Merci à vous toutes et tous. La prochaine séance du séminaire sera à Paris, à l'automne, à la Sorbonne. Comme c'est une alternance par groupe de 2, la suivante aussi, printemps 2026, sera aussi à la Sorbonne. Bon, pour les fans lyonnais, le prochain rendez-vous, c'est automne 26, c'est dans longtemps, mais bientôt sur vos écrans, le replay. Bonne fin de journée à toutes et tous.